il existe une mémoire qui ne s'efface jamais. Un champ invisible où tout ce que nous vivons, pensons et aimons reste inscrit. Un champ quantique pour certains, des mémoires, des archives akashiques pour d'autres. Et si ce champ contenait les réponses à nos plus grandes questions? Et si tout ce que nous cherchions à comprendre, nos peurs, nos liens, nos épreuves, était déjà gravé quelque part dans la conscience même de l'univers? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme qui a consacré sa vie à cette exploration intérieure. Un guide, un enseignant, Don Ernesto Ortiz. À travers son regard, nous allons tenter de comprendre ce que signifie écouter la mémoire de l'âme. Comment accéder à cette source d'amour et de sagesse, et surtout ce que cette connaissance peut changer dans notre façon de vivre, ici et maintenant. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une rencontre pas comme les autres sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Il existerait un champ d'information invisible qui relierait tout ce qui vit. Un champ où chaque pensée, chaque émotion, chaque événement laisserait une empreinte. Certains l'appellent le champ quantique, d'autres les archives akashiques. Et si cette mémoire universelle était bien réelle, si elle contenait les clés de notre passé, de notre présent et de notre évolution future? Notre invité du jour explore depuis plus de 30 ans cette dimension subtile qu'il définit comme étant une bibliothèque de l'âme. Auteur, enseignant, thérapeute, il a initié des milliers de personnes à travers le monde à la lecture des archives akashiques. Cette pratique millénaire qui permet, selon lui, d'accéder à une connaissance intérieure profonde. Mais au-delà de la spiritualité, son message résonne avec les découvertes modernes en physique quantique qui commencent elles aussi, à entrevoir un champ d'unité reliant toute matière et toute conscience. Avec lui, nous allons tenter de comprendre ce que sont réellement ces archives akashiques, comment elles pourraient transformer notre rapport à nous-mêmes et au monde, et pourquoi, dans un contexte de chaos collectif, cette sagesse ancienne semble revenir sur le devant de la scène, y compris pour ceux qui n'y accordaient aucun intérêt. Don Ernesto Ortiz, bonjour, c'est avec un immense honneur que je te reçois aujourd'hui sur notre antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Tout l'honneur est pour moi. C'est un immense privilège d'être ici avec toi et de partager avec toi ainsi que tes auditeurs. Don Ernesto, pour commencer simplement, comment décrirais-tu les archives akashiques à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Serait-ce possible de revenir un petit peu en arrière avant de commencer à répondre à tes questions? Yes. Et j'aimerais vous inviter, donc toi et les auditeurs, à fermer les yeux un instant et à prendre ensemble une profonde respiration. Fermons les yeux, prenons une profonde inspiration et concentrons toute notre attention sur l'espace de notre cœur. Et depuis l'espace de notre cœur, échangeons des questions et des réponses, et que les réponses que je peux vous donner ne soient pas seulement pour votre plus grand bien, mais aussi pour le plus grand bien de tous. Je réponds donc maintenant à toutes tes questions depuis l'espace du cœur. Merci beaucoup. Merci Ernesto.
Donc, comment est-ce que j'expliquerai ce que sont les annales akashiques à quelqu'un qui ne connaît rien de ce sujet? Je pense que tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est l'akasha avant de pouvoir comprendre ce que sont les annales akashiques. Derrière toi, il y a une magnifique image de l'univers. Et l'akasha est un champ qui existe partout dans l'univers. En 2013, un symposium a été organisé par le professeur Irving Laszlo. Et lors de ce symposium, il y avait beaucoup de scientifiques, physiciens quantiques, etc. Et ils ont dit qu'ils avaient enfin la preuve scientifique qu'il existe une substance partout dans l'univers qu'ils ont appelée les champs akashiques. Aujourd'hui, la beauté de la science réside dans le fait qu'elle vient valider une grande partie de ce que nous savons depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ainsi, cette substance qui est présente partout dans l'univers, lorsque quelqu'un est capable d'ajuster son activité cérébrale, lorsque nous pouvons ajuster notre cerveau pour recevoir des énergies subtiles, c'est comme si nous pouvions plonger dans ce champ comme s'il s'agissait d'une piscine et baigner dans cette énergie. L'énergie que nous pouvons percevoir actuellement dépend donc de l'état d'esprit que nous avons réussi à développer. Notre perception de l'univers repose donc sur la qualité de notre cerveau. Si nous développons une qualité de notre cerveau qui lui permet d'atteindre une fréquence plus élevée, nous serons alors capables de nous connecter à un espace beaucoup plus vaste ou beaucoup plus grand de manière générale. Ces champs akashiques sont comme une substance qui existe partout dans l'univers et lorsque nous sommes capables d'ajuster notre cerveau pour nous connecter à cette énergie plus subtile, très très subtile et fine, nous pouvons alors comme la sentir avec nos mains, l'entendre dans nos oreilles, la ressentir dans notre corps et tout notre être est recouvert ou imprégné de cette énergie. Ces champs akashiques ou cette énergie entourent tout dans l'univers. La qualité primordiale de ces champs akashiques ou de l'akasha, eh bien, c'est l'amour. Et depuis cet espace, nous pouvons comprendre que chaque planète, chaque nova, chaque supernova, chaque galaxie, la Terre, tout est entouré ou enveloppé par cette substance qui existe en dehors de nous, mais aussi en nous, parce qu'elle est ici partout sur Terre. Elle est partout comme l'air, l'énergie que nous pouvons percevoir partout dans l'univers. Maintenant, si nous pouvons avoir cette compréhension, qui est en fait une compréhension assez importante, mais disons que nous sommes capables de comprendre cela, alors nous pouvons réduire à notre planète Terre ce champ d'énergie qui est partout. Maintenant, la chose la plus importante que les scientifiques ont découverte à propos des champs akashiques, c'est que leur fonction principale est d'enregistrer les informations de chaque organisme vivant qui émet de l'énergie. Et tout dans l'univers est vivant. Les champs akashiques enregistrent donc en permanence comme un dispositif de l'univers. Ils sont ainsi devenus les enregistreurs de l'univers. Maintenant, quand on réduit tout cela au niveau de la Terre, notre planète Terre, Pachamama, est un organisme qui est vivant et qui émet constamment de l'énergie, comme le battement du cœur de la Terre. Et ce battement du cœur de la Terre contient la mémoire des temps anciens passés jusqu'à aujourd'hui. Et les champs akashiques qui entourent la Terre enregistrent constamment ce que la Terre émet. Ok? Et à partir de là, nous réduisons cela encore une fois
au niveau des différentes cultures du monde entier. La culture française, espagnole, italienne, indonésienne, chaque culture du monde entier a une vibration qui lui est propre. La culture, en tant que telle, émet donc une vibration énergétique que l'akasha enregistre. Si nous comprenons cela, nous pouvons réduire encore une fois le champ, ce qui devient plus intéressant, pour passer d'un champ culturel à un champ familial. Et maintenant, nous pouvons voir comment notre famille a évolué au cours des centaines et milliers d'années. Une évolution qui remonte à 6, 7, 8, 9, 10 vies jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, l'énergie combinée de notre famille crée notre karma familial, mais contient également l'énergie que nous avons créée en tant que groupe familial pendant des centaines d'années. Les champs akashiques ont donc enregistré la progression de l'évolution de notre âme depuis la création de cette famille jusqu'à aujourd'hui. Cette famille a donc enregistré cette évolution dans les champs akashiques. Et maintenant, cela devient intéressant car cela devient un peu plus personnel. Et à partir de la famille, nous réduisons cela une fois de plus jusqu'à nous-mêmes. Et au cours de notre évolution personnelle, d'une vie à l'autre, nous avons émis, comme nous le faisons dans cette vie, une énergie basée sur nos émotions, nos sentiments, nos interactions avec les autres, la façon dont nous nous traitons nous-mêmes et dont nous traitons les autres. Ainsi, tout cela, chaque pensée, chaque mot, chaque vibration, chaque mouvement est enregistré dans les champs akashiques et cela devient en soi nos annales akashiques. Donc, avec cette compréhension de la grande image, l'image globale universelle, nous pouvons la réduire à ce qui est le plus important, à savoir notre famille et nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous avons la capacité de changer l'état de notre esprit et de plonger dans nos propres annales akashiques, nous pouvons alors avoir une meilleure compréhension et un aperçu ou une vision de ce qui s'est passé, non seulement dans cette vie, ce qui est vraiment le plus important, mais aussi de la façon dont nous avons géré cette vie depuis le début, depuis avant même notre naissance jusqu'à ce moment précis. Mais nous pouvons également explorer toute vie passée qui a laissé une empreinte substantielle ou significative que nous avons conservée depuis 1, 2 ou 3 vies jusqu'à présent. Et cela, en soi, est une source de guérison, une source d'inspiration, une source qui nous donne la capacité de comprendre la dynamique familiale, de voir la façon dont nous avons interagi et le karma qui est le plus important que nous avons créé entre nous et toute autre personne ayant fait partie de notre famille ou de notre cercle d'amis proches. Tu nous as donné déjà énormément d'informations. Je te remercie, Ernesto. Tu enseignes une prière d'ouverture pour accéder aux archives. Est-ce que tu peux nous expliquer son sens réel au-delà du rituel? La prière des annales akashiques est codée dans la géométrie sacrée. Et ce codage dans la géométrie sacrée crée une capacité à changer l'état de notre esprit ordinaire, celui que tout le monde utilise chaque jour pour aller travailler, dialoguer avec les autres. Elle nous donne la capacité de changer notre esprit et de l'élever à un niveau supérieur de fréquence vibratoire. Ainsi, lorsque nous lisons cette prière, non pas tant à partir de l'espace de l'esprit, mais à partir de l'espace du cœur, il se crée alors une vibration entre le cœur et l'esprit qui modifie
notre capacité à avoir une plus grande perception. Ainsi, lors du symposium dont j'ai parlé, les scientifiques ont dit qu'il existe des individus, qu'il y a eu des individus qui ont une très grande capacité à entrer dans les champs akashiques sans avoir recours à une prière extérieure. La plupart d'entre nous n'ont pas cette capacité. En fait, je dirais que probablement 98% de la population mondiale n'a pas cette capacité. Il y a très peu de personnes qui, peut-être en raison de leur karma ou de ce qu'elles ont créé dans leur vie antérieure, ont cette condition mentale qui leur donne la capacité de concentrer leur attention sur leur cœur et de s'ouvrir immédiatement depuis l'espace du cœur pour entrer dans les champs akashiques et pouvoir les explorer. Il y a donc eu de nombreux visionnaires et chamans, Madame Blavatsky, Nostradamus et bien d'autres qui avaient cette capacité. Mais pour certaines personnes comme toi et moi, et comme les centaines de milliers d'étudiants que j'ai rencontrés au cours des dernières années, nous n'avons pas cette capacité. Et la prière nous donne la capacité de créer ce changement mental et d'entrer dans les champs akashiques afin de pouvoir les explorer comme je l'ai déjà indiqué. Dans le film Interstellar, il y a cette scène bouleversante où Cooper, le héros, j'aime reprendre cet exemple à chaque fois, se retrouve dans une sorte de bibliothèque multidimensionnelle. Il peut voir toutes les lignes de temps en même temps, comme si il observait la mémoire de l'univers depuis un autre plan de la réalité. Quand on regarde cette séquence, on pense forcément aux archives akashiques. Selon toi, est-ce que cette représentation cinématographique traduit d'une certaine manière ce que tu vis lors d'une ouverture d'archives? Est-ce que l'amour, ce lien qui transperce, qui traverse l'espace et le temps dans le film, serait au fond la véritable fréquence d'accès à cette mémoire universelle? Excellente référence à ce film. Je l'ai vu il y a longtemps, mais dès que tu en as parlé, je me suis souvenu très clairement de cette scène. C'est en effet une manière très visuelle de représenter les capacités d'une personne, dans ce cas-ci sans qu'elle le veuille. Vraiment. Mais cela lui a permis d'accéder à une vision multidimensionnelle et à une vaste bibliothèque d'informations. Donc oui, absolument. Je pense que c'est une très bonne illustration des possibilités qui peuvent se présenter lorsque quelqu'un effectue ce changement de mentalité et que nous entrons en fait dans cette bibliothèque. Quand je parle des annales akashiques, je mentionne également qu'elles sont comme la plus grande bibliothèque au monde dans laquelle vous pouvez entrer. Imaginez, j'ai grandi aux États-Unis, donc je pense à la bibliothèque du Congrès à Washington, D.C., qui est une immense bibliothèque contenant des millions et des millions de volumes d'informations. Pensons également à Google et à tous ces nouveaux systèmes auxquels nous avons accès en quelques clics sur nos ordinateurs et qui nous permettent de découvrir cette quantité considérable d'informations qui s'y trouvent. Lorsque nous entrons dans la bibliothèque akashique, c'est à peu près ce que tu as décrit de ce film Interstellar. Nous sommes alors exposés à une quantité considérable d'informations. Imaginez simplement que, dans la scène du film, cet individu était capable d'entrer dans cette bibliothèque au lieu de se contenter de l'observer de l'extérieur. Et en entrant dans cette bibliothèque, vous pourriez vous rendre à l'accueil et imaginer qu'il y a là des maîtres qui peuvent vous guider vers tout ce que vous désirez dans votre vie. C'est là précisément ce qui se passe lorsque nous entrons dans les annales akashiques. Nous entrons dans cette bibliothèque, nous allons à l'accueil et nous pouvons alors demander toutes les informations spécifiques que nous voulons. La question est donc, quel est votre centre d'intérêt?
quel que soit votre centre d'intérêt, vous trouverez des centaines de milliers, voire des millions de volumes, ou encore des enseignants qui pourront vous accompagner dans le domaine particulier qui vous intéresse. Cela ressemble donc assez bien au film. Je pense que, à bien des égards, certains films ont un caractère très prophétique. Et j'espère que ce caractère prophétique du film se traduit aujourd'hui par une meilleure compréhension du potentiel qui réside en nous, simplement en changeant notre état d'esprit. Mais il ne suffit pas de changer d'état d'esprit. Il faut aussi une pureté dans la volonté de recevoir cette information. Si j'ai commencé notre rencontre en demandant de prendre une profonde inspiration et de porter notre attention sur notre cœur, c'est parce que la plupart des gens vivent tout le temps dans leur tête. Et le plus long voyage que nous pouvons faire dans la vie, je suis actuellement en Malaisie, vous savez, donc je suis très très loin des États-Unis. Mais le plus long voyage que nous pouvons faire dans la vie est simplement d'ici à ici. Ainsi, lorsque une personne développe la capacité et les moyens de sortir de sa tête et de vraiment concentrer son attention sur son cœur, alors depuis l'espace du cœur, et la véritable essence du cœur est l'amour. Ainsi, lorsque nous puisons dans cette essence véritable et pure qui se trouve dans notre cœur, alors la magie apparaît. Le potentiel est illimité. C'est comme si cette bibliothèque qui est vaste avait le potentiel d'exister éternellement. Ainsi, lorsque vous continuez à aller dans cette bibliothèque pour demander qu'est-ce qui me fait vivre ma vie comme je le fais? Quelles sont les empreintes émotionnelles les plus significatives que j'utilise chaque jour dans ma vie? Pourquoi est-ce que je me sens en colère, triste, seul? Pourquoi suis-je jaloux? Pourquoi ce karma avec telle ou telle personne ou avec mon père ou ma mère? Lorsque nous entrons dans ce domaine pour acquérir ce type de compréhension, non pas tant depuis un espace rationnel de l'esprit, mais depuis l'espace du cœur, alors une véritable guérison peut se produire. Et cette guérison elle est magnifique. C'est magnifique parce que cela élimine le karma négatif, élimine les conditions négatives que nous avons créées lorsque nous sommes capables de comprendre pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons et pourquoi nous sommes malheureux, pourquoi les gens courent toujours après le prochain dollar, le prochain euro et pourquoi y a-t-il cet intérêt à avoir toujours plus et plus de biens matériels. Au lieu de cela, que se passerait-il si nous étions capables d'inverser la situation et de dire « Je peux vivre une vie confortable et remplie de richesses, mais ma vie ne m'appartient pas seulement. Ma vie est à partager avec les autres. Elle est à créer une empreinte positive, un impact positif dans la vie des autres. Et cette vie, tôt ou tard, prendra fin. Alors, à la fin de ces jours, pour pouvoir nous poser la question très riche et très belle, comment ai-je vécu ma vie? Ai-je vécu une vie meilleure que celle que j'ai trouvée? Et quelles sont les empreintes que je laisse derrière moi? Est-ce que je laisse des traces de gentillesse, d'amour, compassion, beauté? Comment mes amis, ma famille vont-ils se souvenir de moi comme un homme ou une femme colérique, jaloux, toujours se sentant mal dans sa peau, ou comme quelqu'un qui a su trouver la paix intérieure? Tout le monde recherche la joie, le bonheur, et nous recherchons ces choses dans des objets extérieurs, des choses, des lieux, le luxe ou d'autres choses de ce genre.
Mais ce bonheur ne vient pas de l'extérieur. Ce bonheur vient de la profonde compréhension que nous pouvons connaître une véritable guérison intérieure. Et cette guérison intérieure peut tout changer. Elle peut transformer totalement notre vie. Quand les gens viennent à mes cours et je leur dis, il est possible de vivre la vie de vos rêves. Et la question est, que voulez-vous et qu'êtes-vous prêt à vous donner, non pas à quelqu'un d'autre, mais à vous-même, afin de réaliser la vie de vos rêves? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Êtes-vous prêt à sacrifier la négativité? Êtes-vous prêt à sacrifier les désirs qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas très purs, le désir d'avoir plus de choses, de biens, de posséder des personnes comme si elles vous appartenaient? Êtes-vous prêt à sacrifier votre colère? Êtes-vous prêt à sacrifier la vie telle que vous l'avez vécue pour pouvoir entrer dans un véritable espace du cœur avec gentillesse, amour et compassion? Et si vous le faites, le résultat final sera une joie pure. Le résultat final sera une véritable guérison. Et puis, à nouveau, vous quitterez ce monde en laissant derrière vous une empreinte de gentillesse, d'amour, et des gens qui se souviendront de vous comme quelqu'un qui était simplement gentil et aimant. J'aimerais te citer. L'important pour moi est d'être un cultivateur. Je cultive mes rêves. Je rêve et je laisse mes rêves s'envoler. Je fais de mon mieux pour inspirer les autres et pour qu'ils deviennent les cultivateurs de leurs propres rêves à leur tour. Vivez vos rêves et laissez-les filer. Vous seriez surpris de voir à quel point la vie est belle quand on vit la vie d'un rêveur. Yes, oui. Je crois que l'une des questions que je pose pendant mes cours est: combien d'entre vous ont eu des rêves d'enfance qui ne se sont pas réalisés? Et pourquoi? Pour beaucoup d'entre nous, c'est parce que les responsabilités de l'âge adulte prennent le dessus et nous oublions de rêver. Quand on commence à assumer des responsabilités d'adulte, travailler devient plus important que rêver. Et beaucoup de personnes disent, je réaliserai mes rêves quand je prendrai ma retraite. Pourquoi? Pourquoi attendre si longtemps pour réaliser vos rêves? Je pense que nous sommes capables de créer un certain état d'esprit. Deux choses créent la réalité dans laquelle nous vivons: notre état d'esprit et notre système de croyance. Et c'est tout. Dès que vous changez votre état d'esprit et dès que vous changez votre système de croyance, la vie change complètement pour vous et pour tout le monde. Peut-être avons-nous abandonné nos rêves d'enfance à cause de nos responsabilités d'adultes? Cela signifie que nous avons créé un changement dans notre état d'esprit, passant d'enfants rêveurs à des adultes responsables. Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi. Nous pouvons continuer à être des adultes responsables tout en vivant notre vie comme un rêve. Pour moi, il s'agit donc de faire une liste de vos rêves, de ces rêves non réalisés. Et avec notre esprit rationnel, nous allons examiner ces rêves et nous allons nous dire, eh bien, je ne peux pas. Dès lors qu'on vous dit, je ne peux pas le faire, c'est votre esprit qui vous dit que vous ne pouvez pas. En anglais, il y a le mot impossible, impossible. Et ce que je réponds à impossible, c'est I'm possible, I am possible, je suis possible. Et c'est donc là une grande différence entre l'impossible et les possibilités de créer tout ce que nous voulons
dans notre vie. Donc, en faisant une liste de nos rêves, en lisant la prière des annales akashiques, en déplaçant notre attention de l'esprit rationnel vers l'espace du cœur, en déplaçant notre conscience pour entrer dans le champ dimensionnel supérieur du potentiel, on peut récupérer dans cette bibliothèque toutes les informations dont nous avons besoin pour comprendre ce qui nous retient. Qu'est-ce qui vous retient? Et ensuite, utilisez les informations que vous recevez des annales akashiques pour guérir ce qui vous retient. Et une fois que vous aurez guéri cela, la vie du rêveur pourra commencer. La raison pour laquelle je dis « vivez vos rêves et laissez-les partir » est que cela signifie « faites tout ce qu'il faut pour guérir ce que vous devez guérir afin de vivre la vie de vos rêves. » Et dans la vie de vos rêves, vivez le rêve que vous rêvez. Et lorsque ce rêve est réalisé, laissez-le partir, puis commencez à rêver un autre rêve. Et une fois que ce rêve est réalisé, laissez-le partir et commencez à vivre un autre rêve. C'est donc la vie d'un rêveur, mais cela ne signifie pas que le rêveur n'est pas pleinement ancré dans la réalité. Ce n'est pas être dans un autre espace, ne pas prendre soin de notre corps, notre alimentation, notre argent. Non, ce n'est pas du tout cela. Cela signifierait alors être dans un total déséquilibre. Ce que les annales akashiques nous apportent ou nous permettent de faire, c'est de créer un équilibre intérieur qui se reflète également dans la façon dont nous vivons notre vie. Une fois que tout cela est réuni, alors nous pouvons le faire. Je vis la vie de mes rêves. Je suis artiste, photographe, écrivain, enseignant, et depuis je ne sais combien d'années, je voyage dans le monde entier. J'enseigne les annales akashiques, je fais de la photo, je fais ce que j'aime faire. Et les gens me disent « Oh mon Dieu, tu travailles tellement dur dans différents lieux. » Et je réponds « Non, je ne travaille pas. Je vis la vie de mes rêves. En fait, je suis en vacances tout le temps. » Est-ce que c'est pas là le point particulier, la récurrence de tous les hommes qui réussissent leur vie, de tous les hommes et de toutes les femmes qui réussissent leur vie? Oui, tout à fait. Et on peut voir certains des hommes les plus prospères au monde qui ont consacré une partie importante de leur vie à la spiritualité, à la méditation. Comment s'appelle le fondateur d'Apple? Steve Jobs? Steve Jobs. Eh bien, Steve Jobs était bouddhiste et pratiquait la méditation. Il méditait chaque jour pendant 2 heures environ. Donc, nous devons nous tourner à l'intérieur de soi. C'est pour cela que je vous ai demandé de faire cette première respiration les yeux fermés. Nous devons aller en nous-mêmes et construire un monde intérieur que nous pouvons voir à l'extérieur. Donc oui, tous les hommes qui ont réussi, je ne vais pas dire tous les hommes qui ont bien réussi parce que je ne les connais pas tous, mais beaucoup d'hommes qui ont réussi ont été capables d'en arriver à sacrifier tout ce qu'ils devaient sacrifier, c'est-à-dire les aspects négatifs, afin d'atteindre la vie de leur rêve. Et selon moi, l'aspect le plus important de tout cela est le suivant. Une fois que vous avez atteint ce niveau de rêveur, de réussite, êtes-vous prêt à avoir une influence positive sur le monde qui vous entoure? Ou bien la réussite que vous connaissez est-elle égoïste? Elle n'est que pour moi, moi. Plus d'argent, plus de réussite, plus de moi. Il y a des individus comme cela dans le monde. Je ne citerai aucun nom, mais je pense que tout le monde connaît des personnes comme ça. Mais ce dont il s'agit ici, c'est d'arriver à un point où vous savez que vous avez tout dans votre vie
pour être heureux, que vous avez assez d'argent pour faire tout ce que vous voulez, sans être extravagant, mais comment puis-je avoir une influence positive sur la vie des autres? Alors on pourrait parler des travaux de Nassim Haramein. On pourrait revenir aussi sur le symposium d'Ervin Laszlo, auquel ont participé des scientifiques, des visionnaires, des physiciens quantiques, tu en parlais tout à l'heure. Ils ont conclu effectivement qu'ils étaient en mesure de prouver qu'il existait une substance partout dans l'univers dont la fonction première était d'enregistrer les données de tout ce qui est vivant, que cette substance va du passé au présent et se poursuit dans le futur, alors à une vitesse apparemment extrêmement lente. Et d'ailleurs, l'appellation du champ quantique est née à ce moment-là, le champ akashique. Moi, la question qui vient à moi, parce qu'on parle aussi parfois de précognition, c'est de savoir si les archives akashiques, forcément, elles contiennent nos vies passées, mais aussi nos vies futures. Est-ce qu'on doit voir là ici une certaine destinée immuable, figée? Est-ce qu'on n'a pas le pouvoir justement d'influencer notre destin? Est-ce que tout est écrit par avance, Ernesto? Non, pas du tout. Ce que les annales akashiques sont et ce qu'elles contiennent, c'est le passé et le présent, ainsi que la possibilité que des événements futurs se produisent. Donc, l'avenir n'est pas écrit. L'avenir est créé par les choix que nous faisons aujourd'hui. À l'instant présent, je peux changer l'issue future de cet entretien en disant « Je ne veux plus faire ça, je clique sur « Au revoir » et j'arrête ». Cela changera l'issue future en fonction de mes choix. Ou bien, je peux choisir de rester avec toi dans ce bel échange et cette belle conversation en espérant que quelqu'un l'entendra et que cela fera écho en lui, pas ici, mais ici, afin qu'il puisse continuer à avancer. Donc, si quelqu'un me dit un jour que l'avenir est prédéterminé, je ne suis pas du tout d'accord, car chacun de nous a la capacité de faire des choix dans l'instant présent qui détermineront notre avenir. Et c'est ainsi que nous pouvons changer nos vies. Donc, s'il nous faut une guidance plus approfondie pour comprendre le meilleur choix à faire pour obtenir ce futur résultat, nous entrons dans les annales akashiques. Et en étant dans ce potentiel dimensionnel supérieur au sein de notre esprit, nous pouvons alors poser la question, est-ce pour mon plus grand bien? Et pour moi, c'est une belle façon de formuler une question et non pas seulement est-ce que je peux faire cela? Mais est-ce pour mon plus grand bien de... Et ensuite, vous posez votre question. Et quelles en sont les ramifications? Quel est le potentiel? Car pour chaque choix que nous devons faire, ou pour chaque question que nous pouvons nous poser sur quelque chose que nous voulons faire à l'avenir, il peut y avoir 5 directions différentes que nous pouvons prendre. Et chacune de ces directions déterminera le résultat du choix que nous faisons aujourd'hui. Et parmi ces différentes directions, une ou deux d'entre elles seront celles qui présentent le plus grand potentiel pour notre plus grand bien et celui de toutes les personnes concernées. Car chaque choix que nous faisons n'est pas seulement notre choix, mais chaque choix que nous faisons pour notre avenir aura, d'une manière ou d'une autre, une influence positive ou négative sur la vie des personnes autour de nous. Alors, j'en reviens quand même à ces personnalités dont tu parlais qui pouvaient accéder aux archives akashiques de manière naturelle. On reprend l'exemple de Nostradamus. Il a quand même eu des perceptions de l'avenir. Il a quand même pu percevoir des lignes temporelles futures. Oui, tout à fait. Il existe quelques rares individus qui sont visionnaires, qui ont la capacité d'accéder à ce champ akashique et de projeter, de voir les empreintes énergétiques générales des résultats futurs. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il n'y a que quelques rares individus qui ont cette capacité, mais oui. Est-ce que les archives peuvent nous aider à faire des choix concrets, Ernesto? Amour, travail, lieu de vie, des choix du quotidien? À 100%.
Oui, tout à fait. À nouveau, vous savez, dans toutes les questions que vous posez, comme je viens de le mentionner, vous formulez une question et vous demandez lequel de ces lieux de résidence sera le plus adapté à mon bien-être? Où est ma place pour que mon esprit, mon cœur, ma vie s'épanouissent d'une manière dont je n'ai pas encore la moindre idée. Donc oui, tout à fait. Les annales akashiques peuvent être une magnifique lumière qui guide chaque aspect de notre vie. Alors, restez branchés, c'est un cadeau exceptionnel et formidable qu'on vous fait en recevant Ernesto. C'est très rare de le recevoir sur une antenne francophone, sachez-le. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, il y aura un gros cadeau. Il faut savoir que cette émission est en partenariat avec les formations Très Daniel. On remercie encore une fois Fabienne. On vous offrira une petite pépite sur la fin. Ernesto, je voulais savoir si on pouvait éventuellement consulter les archives akashiques pour aider une personne tierce, une autre personne que nous. Oui, tout à fait. Et dans ma manière d'enseigner les annales akashiques, il y a 4 niveaux différents. Le premier niveau consiste pour les étudiants à apprendre la prière sacrée et tout tourne autour de vous. Il s'agit de vous, de la façon dont vous vivez votre vie, de votre guérison personnelle, de votre inspiration, etc. Le deuxième niveau ne tourne plus autour de vous, mais vous apprenez un complément à la prière sacrée qui vous donne la capacité d'entrer dans les annales akashiques de quelqu'un d'autre. Et pour entrer dans les annales akashiques de quelqu'un d'autre, vous devez tout d'abord obtenir la permission directe de cette personne. Sans sa permission, il est absolument impossible d'entrer dans les annales de quelqu'un d'autre. Et si on le fait par la force, cela a une grave conséquence karmique. Je qualifie cela de vol spirituel car c'est très grave. Mais lorsque quelqu'un vous donne la permission d'accéder à ces annales akashiques, vous vous asseyez en face de lui, vous récitez la prière et en fonction de ces questions, vous vous connectez directement au champ akashique pour récupérer les informations qui sont dans l'intérêt supérieur de cette personne en fonction de ces questions. Peut-on s'appuyer sur les archives pour accompagner un deuil ou une perte? Oui, à 100%, à 100%, voire plus. J'ai la chair de poule quand tu me poses cette question. Il y a quelques années, peut-être 8 ou 10 ans en France, une dame est venue à l'un de mes cours. Je suis un petit peu libre d'esprit, j'adore danser, j'adore bouger, j'aime être un petit peu fou et pendant nos pauses, je mets toujours de la très bonne musique latine ou n'importe quel autre genre de musique et je me mets à danser et nous dansons tous. Et cette dame est restée assise là, avec un visage très triste. Puis elle est venue à un cours de niveau 2, puis à un cours de niveau 3, puis elle a refait le cours de niveau 1. Et j'ai alors compris que la raison pour laquelle elle était si triste était que son fils s'était suicidé. Je ne peux pas imaginer ce qu'elle ressentait, mais elle était profondément triste et en deuil. Une des choses que je persiste à faire, c'est de mettre au défi beaucoup de mes étudiants d'écrire un livre. Écrivez votre histoire, écrivez, même si ce n'est pas pour un éditeur connu. Écrivez pour vous-même. C'est une excellente catharsis, c'est une façon de dire « voici l'histoire de ma vie ». Je mets donc les gens au défi d'écrire un livre. Et il y a environ 4 ans,
Cette dame m'a contacté. J'étais en France et elle est venue me voir. Et elle était radieuse. Son visage avait changé. Cette tristesse sombre avait complètement disparu, remplacée par ce magnifique sourire radieux. Et elle m'a dit, Ernesto, voici mon livre. C'est mon témoignage que l'enseignement... tout d'abord, je tiens à ce que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas de moi. En fait, je ne veux pas que cela tourne autour de moi, car je ne suis qu'une personne simple avec quelques connaissances. Et lorsque je transmets ou partage ces connaissances avec les autres, c'est la manière dont ils les prennent à cœur, créer un nouveau système de croyance pour pouvoir transformer ce chagrin, cette douleur en joie et en bonheur. Je raconte l'histoire d'une personne, mais au cours de mes plus de 30 années d'enseignement, j'ai vu cela se produire à de nombreuses occasions. Cette dame est venue me voir et m'a donné son livre, elle me l'a dédicacé, et pour moi, c'était l'un des plus beaux exemples de quelqu'un qui avait réussi à transformer le chagrin et la douleur intense causée par la perte d'un fils en joie et d'être capable en même temps de libérer cette âme à la lumière. Quand quelqu'un est dans un tel chagrin et que quelqu'un meurt et que cette personne dit « Oh non, ne meurs pas, ne pars pas, ne meurs pas, que vais-je faire sans toi ?» Eh bien, la personne qui est en train de mourir dit « Que puis-je faire? Le billet est arrivé à expiration et je dois partir. » C'est donc celui qui reste en vie ou ceux qui restent en vie qui retiennent l'âme et ne lui permettent pas de faire pleinement la transition vers la lumière. Ainsi, lorsqu'une personne est capable de comprendre pleinement et de se libérer de ce chagrin, en acceptant et en comprenant les conditions karmiques qui existent entre chacun d'entre nous, car chacun d'entre nous a un karma différent et récolte dans cette vie le fruit de son karma dans ses vies antérieures. Dans le bouddhisme, qui est la voie que je préfère suivre, on dit qu'il vaut mieux mourir jeune et éclairé que vieux et stupide. Oui, c'est vrai. Alors justement, en parlant de bouddhisme, j'aimerais aller sur la spiritualité, les religions, le scepticisme environnant. Par exemple, faire des liens aussi, des corrélations. Les religions parlent d'un livre de vie. Est-ce que c'est une métaphore proche des archives akashiques, selon toi? Je pense que toutes les grandes religions du monde parlent des annales akashiques, de l'akasha ou du livre de la vie. Vous savez, beaucoup de personnes sont chrétiennes, catholiques, vous savez, en tant que religion mondiale. Et dans le Nouveau Testament, vous savez, il y a une référence au livre de la vie. Et c'est précisément ce que c'est, vous savez. Tout cela constitue l'enregistrement de l'évolution de notre âme qui est imprimé dans nos annales akashiques. Cela devient donc l'enregistrement de l'évolution de notre âme et est écrit dans le livre de notre vie. Donc oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui considèrent tout cela comme une croyance ésotérique? Oui, c'est vrai. Alors je réponds oui, d'accord, c'est vrai. Mais la véritable question est, en quoi vos croyances vous aident-elles dans votre vie? Vos croyances font-elles de vous une personne heureuse, épanouie, aimante, gentille? Vos croyances vous donnent-elles la capacité de vivre une vie avec un cœur ouvert? Si c'est le cas, tant mieux pour vous, c'est merveilleux. Mais si ce n'est pas le cas, alors peut-être que mes croyances ésotériques basées sur l'état d'esprit
me donne la capacité de vivre cette vie. Donc je respecte les croyances de chacun, y compris celles des personnes qui disent « je ne crois en rien », car elles croient qu'elles ne croient en rien, donc elles croient en quelque chose. Tout le monde croit donc en quelque chose. Pour moi, le plus important est donc de respecter et d'être humble en disant « j'honore ce en quoi vous croyez, j'honore ce en quoi vous ne croyez pas » et que vos croyances ou votre absence de croyance vous donne la capacité de vivre une vie pleine, une vie riche en amour, en compassion, en gentillesse. Et si c'est ce que vous êtes capable de vivre, sur la base de vos croyances, alors soyez bénis, c'est merveilleux. On parle de porte intérieure depuis le début. Vous auriez compris, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'on doit passer par le cœur. Principalement, c'est le message de Don Ernesto avec nous. Mais existe-t-il aussi également des portes extérieures? Là, je vais parler de portes multidimensionnelles. Éventuellement, certains parlent d'une des deux pattes du Sphinx. Dans Interstellar, il s'agit d'un accès dans l'espace. Il tombe dans un trou noir à un moment donné. Est-ce qu'on aurait des portes physiques qui existeraient? Je pense que des portails ou des portes ont été créés par des individus qui avaient la capacité de créer quelque chose d'extraordinaire. La question est la suivante. Si quelqu'un est capable d'entrer dans l'un de ces portails, pourra-t-il vivre une expérience potentiellement extraordinaire grâce aux empreintes énergétiques qui ont été créées dans cet espace sacré? Cela peut être une occasion unique si l'individu est capable d'entrer dans cet espace et de permettre à cet espace extérieur de créer un changement intérieur dans son environnement comme quelque chose de permanent. Fantastique. Mais si vous entrez dans un espace sacré comme celui-ci, un portail, une dimension comme celle-ci, et que vous vivez une expérience que vous dites « waouh », et puis vous rentrez chez vous, vous allez au bar, vous commencez à boire et à fumer, alors cette expérience que vous avez vécue ne vous a servi à rien. Peut-être qu'elle a servi à flatter l'ego, pour simplement dire eh bien, vous savez, j'ai vécu cette expérience extraordinaire. C'est comme quelqu'un qui médite et c'est un énorme piège spirituel pour beaucoup de personnes. Des individus qui s'assoient et méditent et qui ont peut-être à un moment donné cette explosion de conscience, de prise de conscience dans laquelle ils atteignent momentanément un moment d'illumination, entrant dans l'un de ces espaces, mais ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Et puis, ils ont cette expérience extraordinaire qui dure, quoi, quelques secondes peut-être? Et c'était tellement fantastique qu'ils sortent et commencent à dire à tout le monde « Ah, je suis illuminé, j'ai vécu cette expérience et je suis juste comme je suis illuminé. » Et une semaine passe, un mois passe, 3 mois passent, et ils ne revivent jamais cette expérience parce qu'ils ne la cultivent pas. Mais ils flattent leur ego comme un piège spirituel pour continuer à dire aux autres « Hey, vous savez, je suis illuminé ». C'est donc un énorme piège et nous devons être très attentifs au fonctionnement de l'ego. Maintenant, est-ce que l'ego vous dit qu'en entrant dans l'un de ces espaces extraordinaires, comme
la chambre du roi dans la pyramide de Gizeh. J'y suis allé avec des étudiants et c'est tout simplement fantastique. C'est tellement fantastique que lorsque quelqu'un prend des photos avec un appareil photo de mauvaise qualité, on peut voir des orbes de petites boules de plasma flottant partout. Et elles vous touchent, elles vous percutent. C'est une expérience extraordinaire. C'est merveilleux. Mais alors, quoi? Et alors, vous vivez cette expérience, super. Vous en parlez aux autres, mais cultivez-vous cette expérience dans votre vie quotidienne pour la rendre permanente? Donc, si cet espace, cette chambre intérieure est capable de créer un changement interne pour vivre une expérience extraordinaire chaque jour de votre vie, alors oui, cela en vaut la peine. Sinon, ce n'est qu'une expérience qui vient et qui repart. Merci pour ta réponse. Tu formes des lecteurs pour les archives akashiques à travers le monde. Quelle transformation observes-tu le plus souvent chez eux? De la tristesse à la joie, du manque de satisfaction à la satisfaction personnelle, des blessures profondes à la guérison, du manque d'inspiration à l'inspiration, d'une profonde capacité à avancer avec acceptation vers l'avenir et à créer l'avenir qu'ils souhaitent. La transformation personnelle, et c'est ce que je viens de dire, ce ne sont que quelques mots, mais la transformation personnelle, c'est quand quelqu'un est complètement et totalement satisfait et épanoui dans sa vie. Et je viens de terminer il y a 24-25 jours ma retraite annuelle sur les annales akashiques à Bali, niveau 1, 2, 3 et 4. Et j'ai vu aujourd'hui sur Facebook un message de cette dame qui est venue et qui a dit « Cela a été l'une des expériences les plus difficiles que j'ai jamais vécues dans ma vie. » Et elle a énuméré 8 ou 9 émotions négatives différentes qui ont fait surface pendant la retraite. Puis, elle a cependant ajouté que grâce aux enseignements et aux activités que nous pratiquons, car il ne s'agit pas seulement de rester assis à m'écouter parler, mais aussi de faire des activités physiques et d'autres choses. Elle a ensuite énuméré 10 ou 12 résultats opposés, les aspects positifs de la guérison qu'elle a reçue. Et à la fin, elle a dit quelque chose comme « Et maintenant, je suis au début de l'intégration de toute cette beauté dans ma vie. Et je prendrai le temps d'ouvrir mes annales akashiques chaque jour et de rester dans cette énergie pour continuer à cultiver tout cela. » La transformation personnelle peut donc être comparable à celle de cette femme qui avait perdu un enfant. Il y a 2 ans, une autre femme m'a accompagné à Bali et elle était également très triste. Je ne savais pas pourquoi. À la fin de la retraite, j'ai appris que son fils était décédé 8 ou 9 mois auparavant parce que quelqu'un lui avait donné une boisson contenant du fentanyl, une drogue qui l'avait tué. Il ne s'était donc pas suicidé. Il a en fait été assassiné d'une certaine manière. Puis, elle est venue cette année à l'un de mes voyages spirituels sacrés au Pérou et elle était complètement différente. Elle était radieuse. Elle était heureuse. Elle était... C'est une transformation personnelle que quelqu'un peut vivre.
Mais l'essentiel n'est pas seulement de participer à une retraite et d'apprendre les choses que j'enseigne, mais aussi de ramener ces enseignements chez soi ici même et de commencer à les utiliser et d'entrer dans leurs annales chaque jour afin de mieux comprendre tout ce qui les empêche de mener une vie heureuse et épanouissante. Alors comme je vous le disais initialement dans d'autres émissions, on a toujours refusé tous les partenariats et tous les sponsoring. On a juste accepté une seule offre depuis 1 an déjà. C'est les formations Très Daniel. Et c'est grâce à eux, on les remercie, qu'on peut recevoir aujourd'hui Don Ernesto sur notre petite chaîne francophone. On vous renvoie vers le cadeau de cette émission. On vous offre 30% sur l'enseignement vidéo de Don Ernesto Ortiz sur la compréhension des archives akashiques, disponible en 2 versions, en VO sous-titré en français ou doublé en français. Il y a quand même, les amis, 6 heures de contenu divisé en 28 sous-chapitres. C'est tout à fait exhaustif. J'ai suivi la formation, elle est excellente. Et l'offre, bien entendu, des moins 30% est valable jusqu'au 3 mars 2026. Vous avez quand même un petit peu de temps. Après, ça sera plus valable. Le code promo est indiqué dans la description. Tout est indiqué dans la description. Et je vous renvoie aussi vers un jeu gratuit, disponible et accessible à tous. La date limite de participation, c'est le 20 novembre 2025. Il va falloir se presser un peu plus. Vous pouvez gagner 3 formations gratuite sur tout le catalogue Très Daniel sur le site traitdaniel-formation.com. Et bien entendu, 20 ouvrages de Don Ernesto à choisir parmi l'ensemble de son œuvre éditoriale que vous pourrez consulter dans le lien qu'on va mettre aussi un peu partout sur le site. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, allez sur amdessine.com ou sur la chaîne YouTube, vous retrouverez toutes les informations. Le livre Les Mémoires akashiques, accéder à la sagesse sacrée de la mémoire du monde pour se libérer et se transformer, un best-seller, faut le rappeler, c'est un des livres qui a été le plus vendu dans le domaine de la spiritualité, notamment en France. Petite parenthèse close, c'était le cadeau du jour. Par rapport aux archives, Ernesto, est-ce qu'elles peuvent se fermer à quelqu'un qui agit sans intégrité? Oui, tout à fait. Vous savez, si quelqu'un n'a pas d'intégrité, alors vous savez que cela peut être un grand problème. Cependant, même quelqu'un qui n'a pas d'intégrité, s'il est appelé à comprendre les annales akashiques, cela signifie qu'il y a de l'espoir. Et même quelqu'un qui manque d'intégrité, il y a de l'espoir. Et il y a cette petite flamme dans le cœur qui dit à cette personne, même si tu manques d'intégrité en ce moment, en étant dans l'énergie de l'akasha, qui est l'énergie de l'amour pur, tu pourras peut-être arriver à comprendre la raison pour laquelle tu vis ta vie sans intégrité. Et puisses-tu être capable de revenir à l'espace de ton cœur avec intégrité pour une meilleure compréhension de la façon dont tu vis ta vie. Les élites actuelles, on pourra quand même dire qu'il y a énormément de soucis de valeurs intrinsèques perçues, tout au moins. On sait que le monde est dirigé par des instances qui sont tout ce qu'il y a de plus douteuse. Qu'en est-il par rapport à leur accès aux archives akashiques? Est-ce qu'une personne mal intentionnée peut utiliser cet outil à des fins personnelles? On en parlait tout à l'heure, mais éventuellement à des fins négatives sur l'humanité. Tu veux dire de manière négative? Oui. Tout est possible, bien sûr. Ainsi, tout ce qui peut être d'un grand bénéfice pour quelqu'un ou pour l'humanité peut être détourné à des fins personnelles obscures. Dans ma façon d'enseigner, dans ma façon d'écrire mes livres, ce que je fais tout d'abord, je fais tout cela avec mes annales akashiques ouvertes et je demande aux maîtres de l'akasha, aux bibliothécaires, de protéger ce livre ou ces livres. J'espère donc du plus profond de mon cœur que tout ce que j'écris finira dans les mains de quelqu'un
que tout ce que j'enseigne sera entendu par quelqu'un qui l'utilisera pour son plus grand bien et celui des autres. Après cela, je ne peux pas faire grand-chose d'autre que de rester dans un espace d'intégrité, dans un espace de joie, de gentillesse, dans un espace où je regarde toujours ma vie, mon comportement, mes actions, et de rectifier dans ma vie toute mauvaise action si j'en ai commise. Et en vivant ma vie de cette manière, j'espère que tout ce qui sort de moi sous forme d'expression personnelle, que ce soit par des mots, par écrit ou autre, sera également reçu par d'autres qui l'utiliseront de la même manière. Mais à part cela, je comprends aussi parfaitement la loi du karma. Et si quelqu'un utilise le matériel de manière négative, eh bien, c'est son karma et pas le mien. Le monde traverse une crise de sens, une crise au sens global, on dirait même. On aimerait savoir ce que disent les archives akashiques de ce moment particulier que traverse l'humanité. Est-ce que tu as pu avoir des informations là-dessus? Le 21 décembre 2012, je suis sûr que tout le monde s'en souvient, marquait la fin du calendrier Maya. Et c'était quand la Terre finissait un cycle de 26 000 ans autour de la Voie lactée. Et nous sommes maintenant à environ 9 ou 10 ans après cette date, 2012. Donc la Terre s'est remise au point 0,000 à cette date précise. Et maintenant, la Terre commence un nouveau cycle de 26 000 ans. Le cycle qui s'est terminé était essentiellement un monde dominé par le patriarcat. Et ce nouveau cycle qui commence à peine, la Terre commence à faire ses premiers pas, est un cycle de l'éveil du divin féminin. Cependant, c'est comme si le dragon, appelons-le ainsi, n'était pas complètement mort, mais la queue du dragon se bat pour sa vie. Et nous pouvons voir très clairement à travers le monde cette énergie patriarcale comme étant machiste, agressive, dominante, dictatoriale, qui veut dominer et rabaisser tout le reste. Mais ce cycle touche à sa fin et il prendra fin. Donc, nous vivons une époque très intéressante. Je pense que nous avons choisi un moment extraordinaire pour être en vie. Avec tout ce qui se passe, il suffit de regarder l'intelligence artificielle au cours des 2 dernières années, comment elle a explosé dans le monde entier et comment certains pays sont dominés par les politiciens d'une manière peu bienveillante ou amicale. La figure masculine patriarcale qui, tôt ou tard, dans ce cycle de 26 000 ans, et j'espère que ce ne sera pas dans les 10 000 prochaines années, mais bien plus tôt, ce cycle prendra fin et marquera le début de l'éveil du féminin divin. Il est intéressant de noter que la majorité des personnes qui viennent à mes cours et retraites sont des femmes. Et je trouve cela magnifique, car je leur dis, c'est vous qui devez incarner ce matériel, mais vous devez comprendre qu'il y a en chacun de nous un côté masculin et un côté féminin. Bien sûr, la femme incarne davantage l'énergie féminine, l'homme davantage l'énergie masculine. Cependant, ce que nous recherchons, ce que je cherche à atteindre dans ma vie, c'est l'équilibre. Ne pas aller dans un sens ou dans l'autre.
Je dis donc aux femmes qui viennent à mes cours, à travers tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, vous devez guérir la relation et les relations que vous avez eues au cours de vos nombreuses vies passées avec une figure masculine. Cela peut inclure les relations de cette vie, à commencer par le père, le frère, le mari, le petit ami, etc. Une fois que cela est accompli, ce qui se passe alors, c'est que ces femmes vont pouvoir trouver l'équilibre intérieur. Et ce sont elles qui devront enseigner aux hommes, sont elles qui devront apporter cette féminité divine, à la fois attentionnée, gentille, douce et compréhensive, mais aussi puissante, d'une puissance incommensurable. C'est une femme qui dit non. C'est une femme qui dit il y a le bien et le mal. Et ceci est bien, cela est mal. Et avec gentillesse, générosité, elle donne la direction à suivre. Je pense donc que nous vivons une période très importante de notre vie. C'est une période extraordinaire. En fait, j'ai une conviction que je partage avec mes groupes, que je partage avec vous, et cette conviction est que dans 9 générations, nous serons capables de totalement changer le monde, mais nous devons commencer dès maintenant. Donc, si nous voulons changer le monde, nous voulons le faire une personne à la fois, en commençant par nous-mêmes, et puis tout commence. Pourquoi 9 générations ? Parce que 9 est un nombre maître. Quand nous arrivons à 10, le 0 disparaît et il nous reste que le 9. Donc 9 est un nombre symbolisant l'achèvement. Ainsi, dans cette vie, je suis conscient, je sais que je dois purifier tout mon karma, le karma familial, le karma personnel, tout le karma pour pouvoir mourir quand mon heure sera venue, dans la paix et dans l'amour. Cette vie me prépare donc à mourir et à entrer dans ma prochaine vie et de choisir de meilleurs parents, des parents conscients, car dans le monde dans lequel nous vivons, la génération Z a un énorme potentiel. Un éveil est également en train de se produire. On le voit dans le mécontentement des adolescents et des adultes, des jeunes adultes jusqu'à 30 ans, qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe dans le monde. Il y a donc aussi un éveil personnel. Alors, lorsque je mourrai, ces personnes qui ont aujourd'hui 10 ou 12 ans auront peut-être 40 ou 50 ans, peu importe. Mais dans ma prochaine vie, je choisirai des parents conscients qui me guideront mieux que je n'ai été guidé dans cette vie, où mes parents ne m'ont pas du tout soutenu. Je suis donc profondément reconnaissant d'avoir ce karma, d'être venu avec le karma que j'avais afin d'atteindre la libération de soi que j'ai pu réaliser. À cet égard, en revenant dans ma prochaine vie, meilleur que je ne le suis aujourd'hui, je serai nouveau, meilleur, amélioré, une nouvelle étiquette qui dira Ernesto, meilleur que dans sa vie précédente. Et puis, commencer un cycle, continuer à faire ce que je fais actuellement, mais avec, je l'espère, la capacité d'avoir une influence positive au lieu de simplement toucher la vie de quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, je ne sais pas combien, de pouvoir le faire à des millions de personnes. Et puis, au cours de ma vie, continuer ainsi. Et ceux à qui j'enseigne à embrasser l'enseignement, à embrasser la transformation personnelle et à faire de même avec les autres. Et en faisant cela, j'ai la ferme conviction qu'en 9 vies, nous pouvons changer le monde. Mais nous devons le faire une personne à la fois, en commençant par nous-mêmes. Quelle est la plus belle leçon que tu aies reçue en lisant les archives? La confiance. Si je peux donner une réponse en un seul mot,
confiance. Mais vous savez, vous avez compris maintenant que j'aime parler. Il y a environ 26 ans, un ouragan a frappé Miami, en Floride où je vis. C'était l'ouragan Andrew. Et cet ouragan a totalement dévasté ma vie. J'ai perdu mes 3 entreprises, j'ai perdu ma maison et j'ai vécu dans ma voiture pendant environ 2 semaines. Je qualifierais probablement cela de nuit noire de l'âme, car 3 mois avant l'ouragan, j'avais une entreprise de bijoux qui marchait très bien. J'étais cambriolé. Ils ont forcé mon coffre-fort. Ils ont volé beaucoup d'argent et de bijoux. Quelques semaines avant cela, ma mère était décédée. Donc c'était une période très difficile de ma vie, vous comprenez? La mort de ma mère, le cambriolage, puis l'ouragan qui a tout détruit dans ma vie. Et je me suis retrouvé sans rien, à vivre dans ma voiture. C'était comme si j'étais entré dans un tunnel très long et très sombre, mais les annales akashiques et ma capacité à concentrer mon attention sur mon cœur et à demander au maître de me guider, de me donner les raisons pour lesquelles cela m'arrivait, le karma, les leçons que je devais apprendre, et pour que je puisse maintenant me libérer complètement de cela et comprendre parfaitement les raisons pour lesquelles tout cela m'est arrivé et en sortir avec l'une des leçons et l'un des moments les plus délicieux et les plus beaux de ma vie. Je ne pourrai jamais remplacer cela, à moins que quelque chose de similaire ne m'arrive à nouveau. Mais c'était la confiance que j'ai dans les annales akashiques et la guidance que j'ai pu recevoir pour transformer ma vie et utiliser les annales akashiques pour reconstruire ma vie avec une guidance à chaque étape, passant de n'avoir absolument rien à pouvoir, depuis quelques années maintenant, voyager à travers le monde. Je suis un globe-trotter, je suis un Tzigan qui aime être partout dans le monde, découvrir différentes cultures. Aujourd'hui, c'est Diwali, ici en Malaisie, la fête des Lumières. Quand j'aurai fini de parler avec vous, j'irai dîner dehors et il y aura des lumières partout, je ferai des photos. C'est une expérience très enrichissante pour moi. Et dans quelques jours, je vais me connecter à un groupe d'étudiants et je vais leur enseigner les annales akashiques. Donc, pour moi, il n'y a rien de mieux que cela. Donc, grâce à la guidance des annales akashiques, j'ai pu complètement reconstruire ma vie. Mais le principal ingrédient, c'est la confiance. Et avec la confiance, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Quelle est l'erreur spirituelle que tu vois le plus souvent à notre époque? L'alter ego. Le sentiment de grandeur du style « Oh, regardez-moi, je suis un excellent professeur, je suis éclairé, je pratique la méditation. » C'est le plus grand piège qui soit. Nous devons donc examiner comment l'ego fonctionne dans notre vie et nous en occuper de manière à le modérer, à le traiter comme un chien en colère qui vit chez vous et qui détruit tout sur son passage. Et parfois, si vous avez un chien chez vous qui va dans un coin et fait pipi, qui détruit les rideaux, qui mâche les pieds de vos beaux meubles, qui griffe les coussins, iriez-vous vers ce chien pour lui dire « Oh, s'il te plaît, toutou, ne fais pas ça ». Ou serez-vous plus énergique? Vous prendrez peut-être un journal et bang, vous le frappez. Arrête! C'est ainsi que nous devons traiter l'ego. Comment l'ego fonctionne-t-il dans votre temple? Comment l'ego vous fait-il réagir?
impatience, manque de tolérance, colère, jalousie, cupidité, sentiment de grandeur. Je suis supérieur à toi parce que, pour une raison quelconque, parce que je suis enseignant, parce que je médite, parce que j'ai ces croyances. Non, 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 non. Être humble et atteindre un espace dans le cœur qui dit, tu sais, je fais de mon mieux. Je regarde mon karma chaque jour et je le nettoie. Et c'est depuis cet espace que nous pouvons commencer à dompter l'ego. Donc, l'ego est le plus grand piège. Et l'ego spirituel, pour quiconque s'engage ou se trouve sur un chemin spirituel, est sans aucun doute le plus grand ennemi. Il faudrait mettre son ego au service de son œuvre et non l'inverse, son œuvre au service de son ego. L'ego dont j'ai parlé est l'ego négatif, mais tout dans la vie est dualité. Il existe donc l'ego positif et l'ego négatif. Ainsi, en s'occupant de l'ego négatif avec un ego positif, l'ego négatif va commencer à devenir de plus en plus petit. Et l'ego positif va dire, je veux rester humble. Je veux rester au service des autres. Je veux avoir une influence positive sur le monde avec gentillesse. Alors cet ego doit être cultivé. Je pense que l'analogie a été faite avec deux loups, l'un noir et l'autre blanc. Vous savez, le loup noir, c'est l'ego négatif, le loup blanc, c'est l'ego positif, celui que vous nourrissez et celui qui va devenir plus fort. Donc, si vous nourrissez l'ego négatif, le loup noir va devenir de plus en plus fort et plus puissant. Et il va arriver à un point où il va marcher sur l'ego positif et peut-être le mordre et le blesser à vie. Mais si nous cultivons l'ego positif, alors c'est cet ego positif qui va devenir de plus en plus fort. Nous voulons donc cultiver en nous toutes ces qualités positives. Et en cultivant les qualités positives, les qualités négatives commenceront à diminuer jusqu'à disparaître complètement. Comment savoir quand une qualité négative, une partie négative de l'ego a été éliminée de notre vie? C'est une question très intéressante, je pense. Imaginons qu'une personne souffre de colère. Et je pense que la colère est un fléau mondial. Je trouve incroyable de voir le nombre de personnes dans le monde qui sont en colère et malheureuses. Quand quelqu'un commence à appliquer les enseignements, à comprendre la source de sa colère et commence à la réduire, il arrivera à un moment où la vie créera les conditions et les circonstances pour que cette personne se mette en colère. Si ces conditions et circonstances n'apparaissent pas dans votre vie, vous pouvez vous sentir plutôt bien. Mais dès que ces conditions apparaissent dans la vie, boum, il y a une réaction immédiate, l'impatience, la colère et tout le reste. Lorsque vous avez guéri cela et que les conditions et les circonstances apparaissent dans votre vie, au lieu de réagir à cette colère, vous prenez une profonde inspiration et vous dites « tout va bien ». Et vous ne laissez pas cette énergie négative remonter à la surface dans votre vie, mais vous restez dans un espace d'équanimité. Alors, vous savez que vous avez complètement guéri cette émotion négative et c'est là toute la beauté de ce type de travail.
J'aimerais réagir par rapport à ce que tu disais sur le patriarcat. J'ai quelques réflexions à apporter là-dessus. Selon moi, nous ne sommes pas dans un régime, sous un système patriarcal. Je dirais que ça fait 50 ans que la définition ne correspond plus. Pour moi, on est dans un système oligarchique. Je déplore tout comme toi le fait que ce soit majoritairement des femmes qui suivent mon média, principalement. J'aimerais que beaucoup plus d'hommes s'ouvrent à une certaine sensibilité. Je pense qu'on a essayé de démasculer l'homme, que la masculinité n'est pas forcément toxique. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? On a besoin de retrouver cette force en tant qu'homme. Il y a énormément de disparités, de problèmes de rééquilibrage. On sent des mouvements très contraignants par rapport à des lobbies, par rapport à des associations, par rapport aux médias actuellement. C'est une question très polémique que je te pose là, mais c'est important pour moi. Oui, oui, c'est vrai, c'est clairement un déséquilibre. Et je pense que ce déséquilibre vient du rejet de cette masculinité toxique dont tu parlais. Et si on regarde les jeunes générations, ce sont elles qui essaient de supprimer cette masculinité de leur vie. Mais pour moi, la majorité des personnes qui viennent à mes cours depuis de nombreuses années ont, je dirais, 45 ans et plus. Je commence à voir des jeunes générations venir à mes cours et c'est très encourageant. Il y avait une femme ici à Bali, 26 ans, avec une très belle énergie. Mais ce que cela signifie, c'est que nous devons éduquer les parents. Et je pense que c'est mon travail. Cela a été mon travail d'éduquer les parents afin qu'ils puissent à leur tour éduquer leurs enfants. J'espère de la bonne manière. Mais le plus important n'est pas tant ce que nous pouvons dire à nos enfants, mais l'exemple que nous pouvons leur donner afin qu'ils voient que nous ne sommes pas des hommes toxiques ou des femmes toxiques, car cela peut arriver. Et la féminité toxique est tout aussi toxique que la masculinité toxique est horrible. Mais pour générer suffisamment de guérison intérieure, afin de devenir quelque chose qui fera dire à nos enfants, attends une minute, il y a quelque chose de différent chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus aussi en colère, tu ne me traites plus comme si j'étais ton subordonné. Et je pense que cette éducation sera importante pour la jeune génération qui souhaite rejeter la masculinité. J'ai 2 enfants qui sont aujourd'hui adultes, ils ont la quarantaine, et je me souviens leur avoir dit quand ils étaient jeunes, ils avaient peut-être 14 ans, et je leur ai dit, je vais porter 2 casquettes avec vous. L'une dira père et l'autre dira ami. Je vais porter la casquette de père tout le temps parce que vous êtes jeune. Mais si jamais vous rencontrez des problèmes dans votre vie, que ce soit en matière de sexe, de drogue, de femmes, de garçons, de filles, ou quoi que ce soit, et que vous avez besoin que je sois franc avec vous, venez me voir et dites-moi, papa, j'ai besoin que tu enlèves ta casquette de père et mettes celle d'ami. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'est arrivé plusieurs fois que mes fils viennent me voir et me disent, papa, j'ai besoin que tu mettes ta casquette d'ami. Et quand j'avais cette casquette, je leur parlais en toute franchise, d'égal à égal.
Et il savait qu'il pouvait me demander n'importe quoi et que je ne réagirais pas comme le père supérieur, comme une personne d'autorité, mais comme quelqu'un vers qui il pouvait se tourner et en qui il pouvait avoir confiance, car je n'étais pas dans la critique, je n'étais pas en colère. Je me contentais simplement de donner des réponses basées sur le fait que j'étais plus âgé et que j'avais plus d'expérience de vie. Je pense donc que si nous adoptons un système comme celui-ci, qui nous permet d'établir des relations avec nos enfants plus jeunes, avec nos enfants, et de bien les éduquer, je pense que nous pouvons rétablir l'équilibre entre le masculin et le féminin et éliminer la toxicité. Et c'est ainsi que je m'y prendrai. Merci pour ta réponse, Don Ernesto. J'aimerais finir sur ça. Si les archives akashiques avaient un message, un seul message pour l'humanité aujourd'hui, lequel serait-il? Reconnaissez vos mauvaises actions, reconnaissez le karma que vous avez créé et utilisez un système, n'importe quel système que vous voulez, n'importe quelle religion que vous voulez, pour pouvoir équilibrer et guérir ce karma, pour pouvoir entrer dans une ère de bonté, d'amour, de générosité, de tolérance et d'équanimité. Tel serait mon message. Vous avez 30% sur l'enseignement en vidéo de Don Ernesto Ortiz, on vous le rappelle, c'est quand même 6 heures de contenu divisé en 28 sous-chapitres. Le cadeau, c'est partout, c'est dans la description et dans les commentaires pour gagner 3 formations gratuites à choisir sur tout le catalogue Très Daniel Formation et bien entendu 20 ouvrages de Don Ernesto Ortiz à choisir parmi l'ensemble de son œuvre éditoriale, à consulter dans le lien mis à disposition. Vous aurez également parmi ces ouvrages le livre qui parle de ce dont on parle depuis tout à l'heure, les mémoires akashiques, accéder à la sagesse sacrée de la mémoire du monde pour se libérer et se transformer. Vous avez aussi également l'oracle des mémoires akashiques qui est formidable aussi, que j'ai pu recevoir à domicile. Merci encore Fabienne, c'est un super cadeau. Merci beaucoup Don Ernesto d'avoir été parmi nous. C'est un immense honneur pour moi. Je suis comblé. J'ai envie de dire que pendant toute cette interview, je suis 3/4 du temps dans mon mental. Je l'assume, hein. Je suis un journaliste spécialisé dans la spiritualité. Je ne suis pas un thérapeute ni quoi que ce soit du genre. J'ai ressenti une sorte d'apaisement pendant toute l'interview. Ton énergie m'a irradié, tout simplement. J'espère qu'il en sera de même avec notre audience. Merci encore, Ernesto. Merci beaucoup. Ce fut un formidable entretien. Tes questions étaient excellentes. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Je tiens également à remercier Guy Très Daniel, la maison d'édition, pour la confiance qu'ils m'ont accordée et pour avoir rendu cet entretien possible. J'espère que si j'ai pu dire quelques mots qui toucheront le cœur de quelqu'un et lui feront dire je peux faire mieux que ce que je fais actuellement, cela me suffira. Je te remercie donc sincèrement d'avoir pris le temps de réaliser cet entretien et merci beaucoup également pour la traduction. Et on remercie également, bien entendu, Gérald pour la traduction en tant qu'interprète. www.amdessine.com, vous connaissez le portail pour retrouver des thérapeutes quantiques et holistiques dans votre région. On se dit à très bientôt. Ciao, bye.